Alors, avant de parler de la mémoire orale de la loi, je vais faire un petit détour par la chasse à l'ours. Chasse à l'ours qui, au Moyen-Âge, était quelque chose d'important. L'ours, au Moyen-Âge, était, comme aujourd'hui, une bête sauvage, une bête rusée, une bête féroce, une bête très forte. Et au Moyen-Âge, l'ours était considéré un petit peu comme le roi des animaux. C'était un peu l'équivalent du lion. Et on le chassait dans nos régions, dans les Alpes. La chasse à l'ours était relativement fréquente. Et comme le lion est dangereux, l'ours aussi, et la chasse à l'ours était considérée comme une activité noble, une activité réservée aux seigneurs, aux gens importants. Alors les paysans avaient le droit de chasser l'ours, mais ils devaient reconnaître que le seigneur avait des droits, c'était quand même le seigneur qui chassait l'ours, et pour montrer que c'était au fond le seigneur qui avait plutôt le droit de chasser l'ours que les paysans, quand les paysans avaient pris un ours, quand ils l'avaient tué, ils devaient remettre au seigneur quelques morceaux de l'ours, en signe de reconnaissance. Alors, c'est ce qu'on appelle les honneurs de l'ours qui étaient donnés au seigneur. Alors, généralement, on donnait un morceau, une cuisse, qui est quelque chose à manger, on donnait les pattes et on donnait les boyaux, donc les intestins de l'ours qui étaient mangés à cette occasion. Et surtout, on donnait la peau. La peau de l'ours, c'était ce qu'il y a de plus précieux. On pouvait la vendre, on pouvait s'en servir pour faire des habits. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que l'ours est rusé et des fois, on n'arrive pas à le tuer. Alors, ce genre de règlement entre le seigneur et ses habitants, c'est quelque chose que l'on trouve fréquemment dans les documents qui nous parlent du Moyen-Âge. Et c'est justement ce que l'on trouve ici, dans un village du Valais qui s'appelle Salvan, au-dessus de l'abbaye de Saint-Maurice. Et l'abbé de Saint-Maurice, c'était le seigneur de Salvan. Et entre l'abbé et ses habitants, on réglementait toutes sortes de choses, et notamment, dans ce document que vous avez là, qui est conservé aujourd'hui à Saint-Maurice, le premier article, c'est justement un article qui nous explique comment on chasse l'ours, et qui explique justement que les jurés, c'est-à-dire les hommes qui ont prêté serment de dire la vérité à Salvan, ont expliqué que quand on chassait l'ours, on doit donner les honneurs au seigneur abbé. Alors ce texte, vous voyez, il y a le début du texte, le premier paragraphe concerne la chasse à l'ours, et les autres paragraphes concernent toutes les activités, tous les droits du seigneur sur son village. Par exemple, quand quelqu'un a fait une bêtise, quand il a volé du bois, il doit payer de l'argent au seigneur abbé. Et donc c'est un peu tout le règlement de la communauté, les lois de la communauté. Et ce document a été fait en 1324, c'est très précis. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe avant 1324, puisque c'est la première fois, en 1324, que l'on met par écrit les droits du seigneur. Donc avant 1324, en fait, tous ces règlements ne sont pas mis par écrit. Ils sont transmis oralement. Ils sont transmis de génération en génération, de père en fils. Ils sont transmis oralement, et ces lois qui ne sont pas mises par écrit, ça s'appelle une coutume. Et les gens qui sont les spécialistes, qui apprennent par cœur ces lois, ce sont les coutumiers. Alors, à un certain moment, la question qui se pose, c'est comment est-ce que ces coutumes sont transmises, comment est-ce qu'elles sont conservées. Alors, ces coutumes sont récitées. Là, vous avez un dessin qui est une reconstitution qui a été faite l'année passée, mais disons, on essaye d'imaginer comment ça se passait. On a les coutumiers, donc des hommes qui se réunissent et qui racontent, qui récitent, un peu comme on récite un poème, qui récitent la loi et les usages à Salvan. Et vous voyez qu'ils sont assis, ils parlent, et puis au premier plan, il y a quelqu'un qui a écrit le document qu'on a conservé aujourd'hui aux archives. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Alors il faut supposer que ces gens parlaient évidemment leur langue, qui était une sorte de vieux français. Le document, lui, il est écrit en latin, donc il y a quelqu'un qui non seulement a écrit, mais qui a traduit dans la langue des lois de l'époque, qui était le latin.
Donc, on voit que la fonction de ces coutumiers, c'est de connaître la loi et de la transmettre. Comment est-ce qu'ils la transmettent? On a plusieurs façons de faire. On sait que dans certains endroits, on récite chaque année l'ensemble des coutumes. Par exemple, à Lausanne, on sait qu'au mois de mai, au début du mois de mai, à peu près comme maintenant, on se réunissait pendant 2 jours et on récitait l'ensemble des lois, on récitait l'ensemble de la coutume. Parfois aussi, quand on a un problème juridique, quand on a un problème, une question qu'on n'arrive pas à résoudre, on demande aux coutumiers, on réunit les coutumiers, on leur dit, voilà, on a ce problème, selon vous, comment est-ce qu'on doit le résoudre? Et les coutumiers sont interrogés et ils donnent leur avis. Ils disent, voilà comment on résout ça. Je me souviens que du temps de mon père, on faisait de telle ou telle façon. Alors l'intérêt aussi de ces interrogatoires de coutumiers, c'est ces coutumiers parlent un peu d'eux-mêmes, ils disent qui ils sont, ils disent leur âge, ils disent leur mémoire et ils donnent l'état de leur fortune. On va voir ça d'un peu plus près. D'abord, ces coutumiers, il faut bien se dire que c'est toujours des hommes. Ce sont les hommes qui, dans ces assemblées de villages, de villes aussi, ont le droit de parler des affaires publiques. Donc la coutume, c'est d'abord une affaire d'hommes. Ils ont la mémoire politique, on dirait aujourd'hui. Les femmes, bien sûr, ont aussi la mémoire, plutôt la mémoire de leur famille, des noms de leur famille, mais c'est quelque chose qui est moins transmise par les documents. On s'intéresse plus aux mémoires des hommes. Mais c'est évident que les femmes ont aussi une mémoire, mais c'est les hommes qui ont le droit de dire la loi, de dire la coutume. L'intérêt aussi de ces interrogatoires de coutumiers, c'est qu'ils donnent leur âge. Ils donnent leur âge, et ça, au Moyen-Âge, c'est rare, puisqu'au Moyen-Âge, on ne s'intéresse pas tellement à la date de naissance des gens, ni à leur âge. On ne sait pas quand on est né, les gens ne savent pas le jour de leur naissance, on ne garde pas ça en mémoire. On garde éventuellement la date de mort des gens, mais pas la date de leur naissance. Dans les enquêtes de coutume, les coutumiers doivent donner leur âge et on voit qu'ils se souviennent de façon un peu approximative de leur âge. Ils donnent une année à peu près, ils donnent généralement un âge par dizaines. Ils ont 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans. Mais ils ont rarement 72 ans, par exemple. Ils disent qu'ils auront 70 ans. Et ça, c'est intéressant. Ils donnent aussi la durée de leur mémoire. Pour être coutumier, il faut prouver qu'on a une bonne mémoire. Il faut affirmer qu'on a une bonne mémoire. Et généralement, ils disent combien d'années ils se souviennent. Alors, généralement, quand on compare l'âge du coutumier et la durée de sa mémoire, on s'aperçoit que la durée de la mémoire, c'est juste 10 ou 15 ans inférieur à leur âge. Ça veut dire qu'en fait, un coutumier dit qu'il se souvient de sa mémoire des coutumes. Elle date au fond du moment où il est devenu majeur. Et au Moyen-Âge, on devenait majeur à 14 ans, en principe, pour les garçons, donc quand même plus tôt qu'aujourd'hui. Et les filles étaient majeures à 12 ans déjà. Donc l'intérêt, c'est justement la durée de la mémoire. Et il faut savoir que quelqu'un qui a 80 ans de mémoire, ça arrive, est considéré comme étant quelqu'un qui a une très bonne mémoire. Ce n'est pas du tout comme aujourd'hui où on aurait un peu tendance à se méfier des personnes très âgées en pensant que leur mémoire est faible. En fait, non, la mémoire de quelqu'un de 80 ans est considérée comme très solide. Et puis, le coutumier donne sa richesse. Il dit s'il est riche ou pas, et en principe, pour être un bon coutumier, il faut avoir un peu d'argent. Il faut être quelqu'un de respecté, avoir un petit peu d'argent. Ce n'est pas un pauvre qui est coutumier. Si on a un peu d'argent, c'est un signe d'honnêteté et du fait qu'on a une bonne mémoire. Voilà pour ce bref aperçu, un peu ce bref exposé sur la coutume, la mémoire de la coutume. Vous voyez un petit peu comment on travaille ici. Quand on fait de l'histoire du Moyen-Âge, on va chercher des documents dans les archives, on espère trouver quelque chose d'intéressant. La chasse à l'ours, c'est évidemment intéressant. Mais après, on essaye un peu d'aller un peu au-delà et de voir, au fond, qu'est-ce qu'au-delà de la chasse à l'ours, qu'est-ce qu'on nous dit sur les gens, qu'est-ce que les gens du Moyen-Âge nous disent d'eux-mêmes. Et les coutumiers, c'est une très bonne information, puisqu'on parle de leur âge, ils parlent de leurs souvenirs, ils parlent de leur fortune. Donc, c'est des documents intéressants. Merci de votre attention.